Ce jour-là, j'ai cru partir 3 jours en montagne. En réalité, je partais pour une autre vie. Je m'appelle Claire, j'ai 69 ans, et si vous m'aviez connue il y a quelques années, vous m'auriez décrite comme une femme tranquille, presque trop gentille. Je vivais seule à Saint-Rémy-de-Provence, dans la maison que mon mari Michel et moi avions achetée il y a plus de 40 ans. Il tenait une petite garage mécanique, et c'est grâce à son travail acharné que nous avons pu vivre sans jamais manquer de rien. Quand il est parti, tout était en ordre. La maison payée, un peu d'économie, et un fils unique, Mathieu, à qui j'ai voulu donner tout ce que je pouvais. Mathieu, c'est mon point faible. Toujours rêveur, toujours avec des projets prometteurs qui ne voyaient jamais le jour. Alors, comme toute mère, je l'aidais. Quand il a épousé Élodie, j'ai cru que tout allait enfin se stabiliser. Elle semblait sérieuse, organisée, une femme avec la tête sur les épaules. Mais dès les premières rencontres, j'ai senti une distance glaciale sous ses sourires polis. J'ai tout tenté pour me faire aimer d'elle. Petits cadeaux, plats qu'elle aimait, attention à chaque anniversaire. Rien n'y faisait. Et sa mère, Véronique, encore pire. Une femme de mon âge, divorcée, le regard dur, toujours prête à glisser une remarque blessante sur ma façon de vivre ou sur ma maison d'un autre temps. Alors, quand un jeudi après-midi, Élodie m'a appelé d'un ton enjoué pour me proposer une escapade de 3 jours dans les Cévennes, j'ai cru rêver. « Claire, ça vous ferait du bien de sortir un peu, de changer d'air. Maman vient aussi, on pourra mieux se connaître. » J'ai hésité. Ce genre d'invitation ne venait jamais d'elle. Mais son ton doux, presque affectueux, m'a désarmée. J'ai fini par accepter. Peut-être que cette fois, on allait enfin s'entendre. Le lendemain matin, ils sont venus me chercher. Mathieu conduisait, Élodie à côté de lui, et Véronique déjà installée à l'arrière. Dès que je suis montée, j'ai senti une tension étrange. Mathieu m'a à peine salué, concentré sur la route. Élodie parlait trop fort, trop vite, comme pour masquer un malaise. Et Véronique, elle, pianotait sur son téléphone sans un mot, levant parfois les yeux vers sa fille avec un regard que je n'ai pas su interpréter. Les heures passaient, les paysages défilaient. On s'est arrêté à plusieurs stations pour boire un café ou aller aux toilettes. À chaque fois que je revenais, elle chuchotait. Une fois, j'ai surpris Élodie murmurer « Tu es sûre, maman ?» et Véronique de répondre « Oui, c'est maintenant ou jamais. » J'ai fait semblant de ne rien entendre, mais j'avais la gorge serrée. Nous sommes finalement arrivés dans la région des Cévennes en début d'après-midi. C'était magnifique. Des collines verdoyantes, un ciel immense et cet air pur qui donne envie de respirer à plein poumon. Pendant quelques heures, j'ai cru à un vrai moment de répit. La pension où nous logions était charmante, rustique mais confortable. Élodie avait réservé pour tout le monde, mais j'ai insisté pour payer. C'était ma manière à moi de participer. Le premier jour s'est passé sans incident. On a visité une cascade, déjeuné dans une auberge. Élodie, étrangement, se montrait attentionnée. Trop, même. J'aurais dû me méfier. Le lendemain matin, elle a parlé d'un « endroit secret » que sa mère connaissait. Nous avons roulé 2 heures sur des routes de plus en plus désertes. Puis, soudain, Véronique a dit « On va faire une petite pause ici. Il y a une station-service. » Mathieu s'est garé. Tout paraissait normal. Il est allé aux toilettes pendant qu'Élodie m'a proposé d'aller chercher de l'eau dans la boutique. Je l'ai suivie. Elle a pris 2 bouteilles, a fouillé dans son sac d'un air distrait, puis a poussé un soupir théâtral. « Oh non, j'ai oublié ma carte dans la voiture. »« Laisse, je paie, ce n'est pas grave. »« Non, non, j'arrive, je vais la chercher. » Elle est sortie précipitamment. J'ai attendu. 1 minute, 2, 5, 10. J'ai fini par sortir à mon tour. Le parking était vide. Le vide. Pas seulement celui du parking, mais celui que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. J'ai tourné la tête, cherché la voiture. Rien. Juste le vent, le bruit des cigales et l'odeur d'essence. Mon sac? Dans le coffre. Mon téléphone? Dans la voiture. Mon monde? Parti. 320 kilomètres me séparaient de ma maison. Et pour la première fois de ma vie, j'étais seule, vraiment seule. Mais avant de continuer,
Vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je suis resté planté là, incapable de respirer correctement, quand une voix calme m'a ramené au monde réel. « Madame, ça va ?» Le pompiste s'appelait Didier. 40 ans passés, la peau dorée par le soleil, des yeux qui ne fuient pas. Il a compris tout de suite. Il n'a posé aucune question inutile. Il m'a simplement fait signe d'entrer dans la boutique climatisée, m'a installé sur une chaise près de la machine à café, puis a appelé sa femme. Mireille est arrivée de l'arrière-boutique avec un torchon sur l'épaule et une énergie de chef. « Buvez un peu d'eau. Vous tremblez. » Je tremblais, oui. Pas de froid. De lucidité. C'était arrivé. Il m'avait laissé là, à 320 km de ma maison, sans sac, sans papier, sans téléphone. « Vous avez un numéro à joindre ?» demanda Didier. J'ai dicté celui de Mathieu. Ça sonne, puis messagerie. On tente Élodie. Rien. Une 3e fois. À la 4e, ça décroche. Sa voix était glaciale. « Qu'est-ce que vous voulez, Claire ?»« Claire. Pas belle maman, pas madame. Claire. Où êtes-vous ? Pourquoi la voiture n'est plus là ?» Dans le combiné, j'ai entendu un rire étouffé, puis une autre voix tranchante. Véronique. « Tu n'as vraiment rien compris, hein ? Tu as eu ta vie, ton Michel, ta petite maison. Maintenant, c'est notre tour. Débrouille-toi. » Il y a eu des mots que je ne répéterai pas. Élodie s'est mêlée à la conversation, sèche, méprisante, comme si j'étais un colis encombrant qu'on venait enfin de déposer. Et puis, le coup de grâce. « Au lycée, Michel aurait dû être à moi, pas à toi », lança Véronique. 40 ans que j'attends de remettre les choses à l'endroit. La ligne a coupé. Il m'avait bloqué. Mireille s'est avancée d'un pas, protectrice, comme une poule qui écarte les ailes. On va s'en occuper. Pas, on va les rappeler. Pas, on va supplier. On va s'en occuper. Cette nuance m'a redonné un peu d'air. Didier a fermé la caisse quelques minutes et m'a emmené à la gendarmerie du bourg le plus proche. J'ai expliqué, sans sanglots cette fois. Un gendarme m'a écouté longuement, a pris des notes, a hoché la tête, indigné mais professionnel. « Madame, cela s'appelle l'abandon d'une personne vulnérable. Vous pouvez déposer plainte. On va aussi déclarer la perte ou le vol de vos papiers. Vous aurez un récépissé. » J'ai signé. Revoir mon nom sur un document m'a fait l'effet d'une encre. Il a proposé d'alerter l'assistante sociale et la mairie pour un hébergement d'urgence. J'ai regardé Mireille. Elle a posé sa main sur la mienne. Ce soir, elle dort chez nous, mon adjudant. Demain, on verra. Le gendarme a souri. Alors demain, je vous fais la liste des démarches, photos d'identité, duplicata de cartes vitales, tout le tralala. Le « tout le tralala » m'a presque fait rire. Le soir, derrière la station, il y avait un petit logement simple, propre, qui sentait la lavande et le savon de Marseille. Sur le canapé, une couverture pliée avec soin m'attendait. Mireille a préparé une soupe, du fromage, un morceau de pain encore tiède. Je n'avais pas faim, mais j'ai mangé. La chaleur du bol entre mes mains m'a ramené sur terre mieux que n'importe quel grand discours. « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» ai-je fini par demander. « Parce que ça pourrait être ma mère. Parce que personne ne mérite ça. Et parce que j'ai appris qu'aider, ça fait du bien à celui qui reçoit et à celui qui donne. » Didier s'est éclairci la voix, un peu gêné. Ma sœur, Sophie, tient une maison d'hôte à Uzès. Elle cherche quelqu'un de fiable pour l'aider. Quelques heures par jour, accueil, petit déjeuner, un peu d'intendance. C'est pas la lune, mais c'est du propre. Si vous avez envie de changer d'air, changez d'air. L'expression est restée suspendue entre nous, comme une fenêtre entr'ouverte. J'ai pensé à Saint-Rémy, à la chambre silencieuse, aux photos de Michel sur le buffet, à mes habitudes devenues coquilles vides. J'ai pensé à Mathieu, à l'amour immense que j'avais pour lui, à ce fil que je croyais indéchirable et que, pourtant, on venait de sectionner net. La nuit a été courte. Je me suis réveillée plusieurs fois, pas pour pleurer, mais pour choisir. Je me suis répété « Je ne mendirai pas, je ne courrai pas après ceux qui me tournent le dos.
J'ai caressé du bout des doigts la couverture que Mireille avait posée sur moi, comme on borde un enfant. J'ai compris que la famille peut aussi se trouver sur le bord d'une route, un mardi, dans un geste simple. Au matin, Didier m'a conduite à la gendarmerie pour récupérer les récépissés, puis chez un photographe pour les clichés officiels. En sortant, il a dit, sans me regarder, « Pour Uzès, Sophie peut venir vous chercher demain. » Je l'ai laissé finir sa phrase, puis j'ai répondu, clairement, « Dites à Sophie que je suis partante. Je ne veux plus retourner à Saint-Rémy en suppliant. Je veux avancer. » Mireille a souri, ce sourire franc qui plisse les yeux. « Voilà, vous tombez, vous vous relevez. C'est tout vous. » Et moi, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis sentie d'accord avec quelqu'un qui parlait de moi. Demain, je ne serai plus la femme qu'on a laissée sur un parking. Demain, je commencerai mon chemin. Je me souviens encore du moment où j'ai vu Uzès pour la première fois. Les ruelles pavées baignées de soleil, les façades couleur miel, les terrasses où les gens riaient sans se presser. C'était une carte postale vivante, et pourtant, ce jour-là, j'avais le cœur lourd. J'arrivais avec une petite valise que Mireille m'avait prêtée, 2 vêtements de rechange et des papiers temporaires. Rien d'autre. Mais quand Sophie, la sœur de Didier, m'a accueillie à la porte de sa maison d'hôte, j'ai compris que j'étais tombée au bon endroit. « Zanon, vous devez être clair. Entrez, entrez donc. Ici c'est simple, mais on s'y sent bien. » Elle avait une 40aine d'années, des cheveux bruns relevés en chignon et un rire franc, le genre de femme qu'on écoute naturellement. Sa maison d'hôte s'appelait la Bergerie du Midi. Une ancienne bâtisse de pierre, 6 chambres, un petit jardin et une grande table en bois sous une tonnelle de vigne. Le premier matin, elle m'a proposé de l'aider à préparer le petit déjeuner. « Vous verrez, c'est notre moment préféré ici. Les clients se lèvent heureux, on sent l'odeur du café, des croissants tout juste sortis du four. » Je l'ai suivi dans la cuisine, intimidée. Le bruit de la cafetière, le cliquetis de la vaisselle, la lumière dorée du soleil traversant les rideaux, tout cela m'a fait un bien que je ne saurais expliquer. Pendant que nous coupions des fruits, Sophie m'a posé une question simple. « Vous aimez accueillir les gens ?» Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Dans mon ancienne vie, j'accueillais toujours. Oui, mais par devoir, pas par plaisir. Aujourd'hui, pour la première fois, j'en avais envie. Les premiers jours, je faisais ce que je pouvais. Un peu maladroite, un peu lente. Mais les clients me parlaient, me souriaient, me disaient « Vous avez une voix apaisante, Madame Claire. » Alors je me suis détendue. Très vite, Sophie a compris que j'aimais raconter, écouter, échanger, et les clients adorèrent ça. Vous savez, Claire, ce que vous avez, ce n'est pas un métier. C'est un don. Les gens se sentent bien quand vous êtes là. J'ai appris à refaire les lits au carré, à préparer les confitures maison, à servir le café en riant avec les touristes belges ou parisiens. Je dormais dans une petite chambre à l'étage, avec vue sur la place du marché. Chaque matin, quand j'ouvrais la fenêtre, j'entendais le bruit des cloches et je me disais « Voilà, c'est ici, ma vie commence. » Les semaines ont filé. Un matin, Sophie m'a tendu un carnet. « C'est le registre des clients. Je te laisse gérer les réservations et les arrivées. Tu t'en sors mieux que moi. » Je me suis mise à noter les prénoms, les dates, les demandes spéciales. C'était simple, mais j'y mettais tout mon cœur. 6 mois plus tard, la maison d'hôte ne désemplissait plus. Les clients revenaient, recommandaient l'endroit à leurs amis. On disait souvent « Ce qu'on aime ici, c'est la chaleur humaine. On se sent comme en famille. » Et à chaque fois que j'entendais ça, j'avais envie de rire. Parce que ma vraie famille, moi, je l'avais trouvée ici, dans cette cuisine qui sentait le café et la brioche. Un soir, après le service, Sophie m'a fait asseoir dehors, sous la tonnelle. « Claire, j'ai une idée un peu folle. »« Ah bon? Quelle idée ?»« Devenir associée. » J'ai cru mal entendre. « Associée? Moi? Mais je n'ai pas d'argent à investir. » « Tu n'as pas besoin d'argent. Tu investis ton travail, ton temps, ton savoir-faire. Moi, je garde la maison et les charges. On partage les bénéfices. Qu'en dis-tu ? » Je n'ai rien dit pendant un moment. Les mots me manquaient. Après avoir tout perdu,
Quelqu'un me proposait de construire, d'appartenir à quelque chose de beau. J'en dis que oui. Oui, 1000 fois oui. Ce soir-là, j'ai regardé la façade de pierre de la bergerie du Midi et j'ai ressenti une fierté que je n'avais jamais connue. Ce n'était pas la fierté d'avoir aidé quelqu'un. C'était celle d'avoir bâti quelque chose pour moi. Je n'étais plus la femme abandonnée sur une aire d'autoroute. J'étais Claire, co-gérante d'une maison d'hôtes dans le sud de la France. Et pour la première fois depuis très longtemps, je me trouvais à ma place. Il y a des gens qui entrent dans notre vie sans prévenir, comme une bouffée d'air frais un matin d'été. Georges a été cet air-là. C'était un samedi, en fin de matinée. Je préparais le café et les confitures quand j'ai entendu la clochette de la porte d'entrée. Un homme d'environ 69 ans, cheveux blancs, regard doux, se tenait devant moi avec une petite valise. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Georges Martin. 3 nuits. » Sa voix était posée, rassurante. J'ai levé les yeux vers lui, et sans savoir pourquoi, j'ai eu envie de sourire. Pendant que je remplissais la fiche d'accueil, il m'a dit « Je viens voir la région. » Et peut-être, qui sait, y trouver un coin pour recommencer. Recommencer. Ce mot m'a traversé comme une décharge. Vous partez de quelque part ou vous revenez de quelque chose, ai-je demandé. Il a souri. Les deux, je crois. Ma femme est partie il y a 4 ans. Les enfants sont grands, chacun dans sa vie. J'ai un petit domaine près de Béziers, mais il est trop grand pour moi maintenant. J'aimerais vivre plus simplement. Il avait dit ça sans tristesse, comme quelqu'un qui a fait la paix avec le passé. Pendant les 3 jours qu'il a passés à la bergerie du Midi, il descendait toujours au même moment pour le petit déjeuner. Il s'asseyait à la table près de la fenêtre, celle d'où l'on voyait le figuier du jardin, et me lançait « Vous savez, Claire, le café a meilleur goût quand on vous écoute parler ?» Je riais, un peu gênée. On parlait de tout et de rien. Du temps, des marchés d'Uzès, de la Provence, des choses simples. Mais je sentais, chaque matin, un lien se tisser. Le 3e jour, avant de partir, il m'a tendu une carte avec son numéro. « Si un jour vous voulez visiter mon petit coin de campagne, vous serez la bienvenue. » J'ai pris la carte, l'ai glissée dans ma poche et j'ai répondu « Peut-être bien que je viendrai. » Je ne croyais pas vraiment le dire. Mais 2 semaines plus tard, je l'ai appelé. Le dimanche suivant, j'ai pris le train pour Béziers. Quand je suis descendue, il m'attendait sur le quai, un panier à la main. J'ai préparé un pique-nique. Rien de prétentieux. Du fromage, du pain et un peu de vin blanc. Son mas était charmant. Une petite maison entourée d'oliviers et de figuiers avec une vieille balançoire accrochée à un pin. En marchant dans son jardin, j'ai senti une paix profonde. Ma femme adorait cet endroit. Elle disait toujours que les arbres écoutent nos secrets. Il a caressé le tronc d'un figuier avec tendresse. Pas de douleur dans sa voix, juste de la douceur. Nous avons continué à nous voir, doucement, sans promesse. Tous les dimanches, il venait me chercher pour une balade, une promenade au marché ou un déjeuner sous la tonnelle. Un jour, en cueillant des tomates dans son potager, il m'a demandé « Puis-je te poser une question un peu indiscrète ?» Essaie toujours. Pourquoi une femme comme toi, forte, lumineuse, était seule quand je t'ai rencontrée? Je suis restée silencieuse un moment, puis je lui ai raconté. Pas tout, pas dans les détails, mais l'essentiel, la trahison, la voiture qui disparaît, le silence du téléphone, la peur, puis le courage. Il a écouté sans m'interrompre, le regard sincère. Quand j'ai eu fini, il a dit calmement « Quelle absurdité ! Ils ne savaient pas la chance qu'ils avaient de t'avoir. » Il n'a pas cherché à me consoler. Il a simplement reconnu ma valeur. Et cette reconnaissance valait plus que toutes les excuses du monde. Les mois ont passé. Notre amitié s'est transformée naturellement en autre chose. Rien de brutal, rien d'explosif, une affection tranquille, évidente. Georges était l'inverse de Michel, mon défunt mari. Moins pressé, moins orgueilleux. Il aimait le silence, les gestes simples, les repas partagés sans un mot de trop. Un soir d'octobre, alors que nous étions assis dans le jardin de la maison d'hôtes à écosser des haricots, il a pris ma main. « Claire, tu m'as redonné envie de vivre. Et moi, j'aimerais te donner une raison de rester. »
Il s'est levé, a sorti une petite boîte de sa poche, s'est agenouillé sur les graviers. On a passé l'âge des surprises, mais certaines traditions ont du charme. Claire, veux-tu m'épouser? J'ai ri et pleuré en même temps. Un rire qui tremblait, des larmes qui brûlaient. L'anneau était simple, en argent, sans fioritures, mais il représentait quelque chose que je n'avais jamais connu. Un choix réciproque, libre et doux. Dit-elle, « Oui, Georges, oui, je veux. » Quand il m'a serré contre lui, j'ai compris que ma reconstruction était terminée. Je n'étais plus la femme qu'on avait abandonnée sur une aire d'autoroute. J'étais une femme aimée, choisie, respectée. Et surtout, une femme qui s'aimait enfin elle-même. Je n'oublierai jamais ce matin-là. J'étais à la réception de la maison d'hôte, en train de vérifier les réservations de la semaine, quand j'ai entendu un bruit de frein dehors. Rien d'inhabituel. Uzès est une petite ville, les voitures s'arrêtent souvent devant la place. Mais quelques secondes plus tard, Sophie a crié depuis la cuisine. « Claire, viens voir. Il y a du monde pour toi. » Je me suis retournée et mon cœur s'est arrêté. Sur le pas de la porte se tenait Mathieu. Amaigri, le regard creusé, les épaules tombantes. Et à côté de lui, Élodie, enceinte jusqu'aux yeux, le visage épuisé. 3 ans. 3 longues années sans nouvelles. 3 ans à reconstruire ma vie. Et voilà qu'ils étaient là, comme 2 fantômes revenus d'entre les morts. « Maman » a murmuré Mathieu. Je suis restée figée. Ce mot, si familier autrefois, sonnait faux aujourd'hui. « Vous voulez une chambre ?» ai-je demandé calmement. « Nous avons encore une place. » Leur surprise a été visible. Ils s'attendaient sans doute à des larmes, à des excuses, à un élan de cœur. Mais non, je les regardais comme n'importe quel client. « Non, on voudrait vous parler, s'il vous plaît, » a soufflé Élodie, la voix tremblante. Sophie, qui observait la scène, s'est approchée discrètement. « Je peux m'occuper de l'accueil, Claire, si tu veux. »« Merci, mais ça ira. Ils ne resteront pas longtemps. » Je les ai invités à s'asseoir dans le salon. Ils ont baissé la tête, mal à l'aise. « Comment m'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. « On a contacté l'agence immobilière qui loue ta maison à Saint-Rémy. On leur a supplié de nous donner un indice, » répondit Mathieu. « Et vous avez fait tout ce chemin, pourquoi, au juste ?» Il y eut un silence lourd. Puis, Élodie éclata en sanglots. « Ma mère, elle est internée, elle a perdu la tête. Elle disait que Michel allait revenir, qu'il était à elle, on n'en pouvait plus. » Elle se couvrit le visage de ses mains. Mathieu reprit. « Après, tout a mal tourné. J'ai perdu mon travail. On a dû vendre la voiture, les meubles. On vit dans un studio minuscule. » Je les écoutais sans bouger, sans interrompre. « Et maintenant, vous venez chercher quoi? Ma compassion? Mon argent? »« Non, maman. Enfin, oui, un peu. On ne sait plus quoi faire. Le bébé... » Élodie posa ses mains sur son ventre. « Les médecins disent qu'il aura une trisomie. On a peur. On s'est dit que, peut-être, vous pourriez nous aider. » J'ai fermé les yeux un instant. Un bébé, innocent. Et pourtant, tout en moi se tendait. J'ai repensé à ce parking, au vent qui soufflait dans mes cheveux quand j'ai compris qu'il m'avait laissé là. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai parlé lentement. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ce jour-là? Que je faisais partie du passé? Que je devais m'habituer à ne plus exister pour vous? Eh bien, j'ai appris, et j'ai réussi. » Mathieu a baissé la tête. Élodie pleurait. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte. Georges venait d'arriver. Il s'est arrêté, a compris en un regard, et s'est placé naturellement à mes côtés. « Tout va bien, Claire ?» ?»« Oui, mon cœur. Ce sont des visiteurs. Mais ils s'apprêtent à partir. » Le mot « mon cœur » a suffi. Mathieu a levé les yeux vers moi, abasourdi. « Vous êtes avec quelqu'un ?»« Oui, je suis fiancée d'ailleurs. Je me marie en juin. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. « Vous avez refait votre vie ?»« Exactement. Et j'en suis fière. » Élodie a sangloté plus fort. « On voulait juste une seconde chance. Non, je vous ai déjà tout donné. Mon temps, mon argent, ma patience, mon amour.
Aujourd'hui, je me donne à moi-même. C'est terminé. Mathieu s'est levé, les yeux rouges. Même pour le bébé? J'ai hésité une seconde, puis j'ai dit doucement « L'enfant n'a aucune faute, mais vous, vous avez fait vos choix. Assumez-les. Moi, je choisis la paix. » Je me suis levée. Georges a posé sa main sur mon épaule. « Je crois que madame a été très claire, » dit-il calmement. Ils se sont dirigés vers la porte, lentement. Avant de sortir, Élodie s'est retournée. « Vous étiez différente avant. Vous aviez un grand cœur. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je l'ai toujours, Élodie. Mais maintenant, il bat pour les bonnes personnes. » La porte s'est refermée derrière eux. Et dans le silence qui a suivi, j'ai senti pour la première fois depuis des années un souffle nouveau dans ma poitrine, celui de la liberté. Les jours qui ont suivi cette visite ont été étranges. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse, ni même vengeance. Seulement une paix profonde, celle qu'on éprouve quand on sait qu'on a agi avec justesse. Sophie l'a remarqué dès le lendemain. « Tu sembles plus légère, Claire. » J'ai souri. C'est parce que j'ai fermé une porte qui était restée entr'ouverte trop longtemps. 3 jours plus tard, le téléphone de la maison d'hôte a sonné. Une voix administrative, polie. « Bonjour, je suis de la mairie de Saint-Rémy. Nous cherchons Madame Claire Dubois au sujet de son fils et de son petit-fils à naître. » J'ai compris immédiatement. « Je n'ai plus de contact avec eux, madame, et je ne souhaite pas en avoir. C'est simplement que le couple est en difficulté. On voulait savoir si vous pouviez... » Non, ils ont choisi leur chemin. Moi, j'ai choisi le mien. J'ai raccroché calmement, sans culpabilité. Sophie m'a observé en silence, puis a dit doucement « Tu as raison. On ne peut pas passer sa vie à réparer les autres. » Le temps a filé. Le printemps est revenu, avec son parfum de jasmin et de pin chaud. Georges et moi préparions notre mariage, prévu pour le mois de juin. Ce serait une petite cérémonie dans le jardin de la maison d'hôte, entourée de ceux qui avaient été témoins de ma renaissance. Didier et Mireille, Sophie, quelques amis et anciens clients devenus proches. Le jour venu, j'ai enfilé une robe crème, simple mais élégante. Georges, dans son costume clair, avait les yeux brillants comme un jeune homme. Quand il m'a prise par la main devant nos invités, j'ai senti que tout mon passé s'effaçait doucement. Le maire a demandé « Quelqu'un s'oppose à cette union ?» Tout le monde a ri. C'était léger, sincère, joyeux. Georges a prononcé ses vœux. « Claire, tu m'as appris que recommencer ne veut pas dire effacer. Cela veut dire continuer autrement, avec gratitude. Je promets de t'aimer pour ce que tu es et de te rappeler chaque jour que tu es précieuse. » Quand ce fut mon tour, j'ai regardé les visages autour de moi, ceux de Mireille, Didier, Sophie et les enfants de Georges, émus. Oh, j'ai longtemps cru que mon rôle dans la vie était de servir les autres. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai aussi le droit d'être heureuse. Georges, merci de m'aimer sans vouloir me changer. Nos invités ont applaudi, et dans leur rire, j'ai entendu l'écho d'une nouvelle famille. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Quelques mois plus tard, la maison d'hôte a connu un succès grandissant. La mairie d'Uzès nous a contactés. Nous souhaitons inclure la bergerie du Midi dans le circuit officiel du tourisme local. Sophie a sauté de joie. « Tu entends ça, Claire? On va apparaître dans les brochures ?» Je l'ai regardée en riant. « Oui, et tout le monde saura que la Claire d'Uzès existe pour de bon. » Un soir d'automne, alors que nous dînions sur la terrasse, Sophie a reçu un message d'une amie de Saint-Rémy. Une photo. Mathieu, Élodie et un petit bébé dans les bras. Le journal local racontait que la communauté s'était mobilisée pour les aider à se relever, qu'ils avaient trouvé un logement, un emploi, et que leur fille, nommée Espérance, venait de naître en bonne santé malgré les pronostics. Je suis restée silencieuse un moment. Georges a posé sa main sur la mienne. « Qu'est-ce que tu ressens ?» De la gratitude, parce que la vie a trouvé son équilibre toute seule. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Il a hoché la tête, ému. « Tu vois, c'est ça, la vraie justice. Pas la vengeance, l'équilibre. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai regardé le plafond,
puis le ciel par la fenêtre. 3 ans et demi plus tôt, j'étais une femme abandonnée au bord d'une route. Aujourd'hui, j'étais une femme accomplie, aimée, libre. Je me suis promis de ne plus jamais laisser la peur ou la culpabilité me dicter ma vie. Et en serrant la main de Georges endormi à mes côtés, j'ai murmuré « Merci la vie de m'avoir donné une seconde chance. » Parce que le karma, ce n'est pas la punition, c'est le retour à l'équilibre. Et parfois, cet équilibre s'appelle simplement le bonheur. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.